Au CDR, on travaille sur les performances et la fiabilité des modules photovoltaïques. Notre travail ici consiste à intégrer cette technologie dans le contexte algérien, c'est-à-dire dans le réseau électrique. On fait cette production du silicium en utilisant des fours électriques à température de 3500 degrés Celsius. Le traitement des données, c'est inutile pour utiliser la classification pour l'intelligence artificielle. Le concentrateur cylindro-parabolique est composé d'une surface réfléchissante, un récepteur dans lequel circule un fluide caloporteur et un système de poursuite. Le Soleil. Depuis plus de 5 milliards d'années, notre étoile nous gratifie chaque jour d'une énergie renouvelable, inépuisable à l'échelle humaine. Pour capter une partie de cette énergie, d'ingénieux dispositifs ont été conçus et permettent de transformer la lumière solaire en électricité. Pour mieux comprendre les différentes étapes de production de l'électricité à partir du solaire, nous sommes allés à la rencontre des chercheurs du Centre de développement des énergies renouvelables. Mais tout d'abord, le photovoltaïque, c'est quoi? L'aventure du photovoltaïque a commencé au 19e siècle avec la découverte du phénomène de photoélectrique. Ça veut dire, c'est là où on a inventé le terme photovoltaïque qui vient de deux mots, le photon qui signifie la lumière et le volta qui signifie l'électricité. En fait, c'est un matériau qui arrive à convertir les photons, donc la lumière, en énergie électrique. Il génère à partir de la lumière des électrons. En fait, ça se passe à l'intérieur de ces cellules-là, qu'on appelle une cellule photovoltaïque ou une photopile. Donc là, quand elle reçoit la lumière, c'est un matériau semi-conducteur, donc il est situé entre le matériau isolant et le matériau conducteur. L'électron, dans cette situation, on arrive à contrôler son cheminement, le chemin qu'il doit prendre. Et ici, on fait une architecture qui permet de canaliser les électrons générés par la lumière dans un schéma qui nous donne un courant électrique. À lui seul, le matériau semi-conducteur ne suffit pas à produire un courant électrique. Il faut le soumettre à un procédé nommé dopage, c'est-à-dire qu'on lui injecte d'autres matériaux qui permettront à l'électricité de circuler. À la base, c'est un wafer, comme vous regardez ici. Donc là, on a 10 cm. Maintenant, on arrive à des wafers beaucoup plus grands. Ces wafers, donc, on fait ce qu'on appelle un dopage. Donc un dopage P et un dopage N pour permettre de faire cette fameuse architecture qui nous donne quelque chose qui s'appelle la cellule photovoltaïque. Par la suite, les cellules photovoltaïques sont liées entre elles pour contrôler le courant et la tension du panneau solaire. Parmi les procédés métallurgiques utilisés pour purifier la silice et obtenir du silicium, on citera la réduction carbothermique du silice, une méthode utilisant de puissants fours électriques à induction. On fait cette production du silicium en utilisant des fours électriques à température de 3500 degrés Celsius avec un mélange des poudres du SiO2 avec du carbone pendant un certain temps pour la production sous une température très élevée en utilisant un gaz inerte qui est le gaz argon pour faciliter la réduction carbothermique à l'intérieur de la chambre.
Après avoir chauffé la silice à très haute température, on obtient un lingot de silicium pur qui sera par la suite découpé en fines tranches pour obtenir les fameux wafers, ces microplaquettes semi-conductrices qui servent de base à la cellule photovoltaïque. Chaque spécialité et domaine de recherche impose une rigueur absolue. Ici, tous les paramètres nécessaires sont pris en considération pour acquérir un maximum d'informations sur la production électrique à partir des panneaux solaires. On a intéressé par la modélisation pour réalisation des dispositifs basés sur la propagation des micro-ondes. C'est un domaine plus proche pour les énergies renouvelables. Le traitement des données, c'est une outil pour utiliser la classification pour l'intelligence artificielle, pour classer les données des coefficients d'atténuation des micro-ondes au substrat de matériaux piézoélectriques. Bon, ici, le jargon scientifique s'adresse à un public spécialisé, ce qui n'empêche pas d'apprécier la rigueur et l'efficacité de recherche sur l'évolution et la durée de vie des panneaux solaires. Les chercheurs utilisent des techniques et des moyens spécifiques pour mieux comprendre l'impact des radiations solaires sur les panneaux photovoltaïques. Au CDR, on travaille sur les performances et la fiabilité des modules photovoltaïques. Donc ce domaine nous emmène à une activité qui s'appelle la certification des modules photovoltaïques. Donc on fait les tests pour voir est-ce qu'un module est de bonne qualité, est-ce qu'il peut vivre et générer l'électricité pendant 25 ans. Donc à partir de là, on étudie tous les interactions de ce module avec les phénomènes météorologiques, avec son environnement de travail. Donc, et on voit quels sont tous les types de stress qu'il reçoit durant ces 25 ans de fonctionnement, et on regarde, on fait des phénomènes accélérés, on fait le vieillissement accéléré pour voir est-ce que le module arrive à être performant ou pas. Dans ce laboratoire dédié à l'injection de la production d'électricité photovoltaïque et au monitoring, les chercheurs surveillent en permanence la qualité et la quantité de la production électrique. Au niveau du centre, au niveau du laboratoire, c'est de développer des systèmes de monitoring propres à nous pour des besoins de recherche et de développement. Ce que veut dire, c'est-à-dire c'est un système qui lie le capteur, l'acquisition et le système qui permet de contrôler et de créer la base de données. Alors ici, on est sur un exemple où on peut observer les différents paramètres liés au rayonnement. Vous pouvez voir ici le rayonnement solaire et l'évolution de la température ambiante et la température de fonctionnement du panneau photovoltaïque. Le rayonnement il est exprimé en watts par mètre carré et la température en degrés Celsius. Et aussi, en même temps, on fait l'acquisition des paramètres électriques. Par exemple, la puissance, la tension continue, le courant continu, le courant alternatif, la tension, c'est-à-dire, pour avoir une idée, c'est-à-dire on rassemble tous les paramètres d'environnement, c'est-à-dire météorologique et aussi électrique. Et on crée une base de données pour être après analysée et interprétée. L'acquisition de toutes ces données nous permettra d'analyser le comportement du système sous test. Et cette configuration, ce dispositif de surveillance, on peut l'appliquer sur un petit système autonome, sur un système connecté au réseau comme le nôtre, le 10 kg, ou sur une centrale photovoltaïque. C'est-à-dire on peut le scalable, c'est-à-dire augmenter en échelle par rapport à l'installation. C'est une technique de surveillance de chaque panneau pendant une période de temps pour vérifier la dégradation de chaque panneau et pour déduire les climats de bon rendement. L'acquisition de ces informations aide les chercheurs à mieux comprendre les paramètres d'usure des panneaux photovoltaïques, à optimiser leur rendement en fonction des conditions extérieures et à trouver les méthodes les plus efficaces pour injecter de l'électricité issue du solaire dans le réseau domestique. Dans l'intégration au réseau, il y a deux axes importants. Il y a local, il y a le global.
Ce qui veut dire local, c'est-à-dire l'impact d'une installation photovoltaïque ou d'une centrale ou d'un système photovoltaïque sur le point local, c'est-à-dire c'est localement au niveau du réseau. Et ici, on parle beaucoup plus de conditions de connexion, le terme grid code, c'est-à-dire les conditions techniques pour connecter ce genre de moyens de production à un réseau électrique. On le voit, la recherche fondamentale est capitale pour mieux comprendre et développer les cellules photovoltaïques. Recherche et développement, technologie du futur, la science progresse à pas de géant pour s'adapter aux besoins croissants de l'humanité en énergie. Avec une meilleure connaissance et maîtrise des matériaux, les cellules photovoltaïques sont de plus en plus performantes et leur rendement s'accroît chaque année un peu plus. La recherche scientifique, elle a fait des progrès sur plusieurs domaines. On cite par exemple la pureté de silicium. Maintenant, on arrive à produire un silicium avec 6,9 après 19,99, donc 6,9 après la virgule, donc il est vraiment pur. Donc ça, c'est une des raisons. Les autres, on va dire, il y a un autre phénomène, par exemple, on augmente la capacité de l'absorption de la cellule, sa capacité d'absorption de la lumière. Il y a aussi, on fait des hétérojonctions, on a amélioré les contacts avant et arrière, on a ajouté, par exemple, les derniers modules, maintenant vous avez deux barrettes d'aluminium, ce qu'on appelle les bus bars. Maintenant, les dernières générations, ils ont 5. Donc ça on va dire, chaque année, il y a une amélioration, il y a une nouvelle, un nouveau record battu dans le photovoltaïque. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que la production d'électricité à partir du solaire est dépendante des journées d'ensoleillement et de l'alternance jour-nuit. Cette énergie, elle est intermittente. Ce qui veut dire que s'il y a le soleil, on a une production d'énergie électrique, mais en absence du soleil, on a absence de cette énergie. Ce qui fait, ça perturbe le fonctionnement classique du réseau électrique. Parce que maintenant, notre réseau, qu'on connaît, c'est qu'il y a une production, il y a une consommation. Et la régulation entre la production et la consommation, c'est en agissant sur la production. Dès qu'on a de la consommation, on augmente la production. Dès qu'on a moins de consommation, on diminue la production. Quand on introduit le renouvelable, il dépend, si on prend le cas du photovoltaïque, du soleil. Si on a du soleil, alors on a de la production, mais en absence du soleil, on n'a pas cette production-là. Alors ici, ça perturbe toute comment gérer le réseau électrique pour un fonctionnement stable et efficace. Efficacité énergétique et stabilité de la production sont aujourd'hui nécessaires pour alimenter les foyers grâce au photovoltaïque, en attendant le développement de solutions pour stocker massivement l'énergie électrique. Actuellement, il y a certaines applications où on peut stocker de l'énergie, mais stocker l'énergie massivement, c'est encore dans le stade R&D. Il y a une course effrénée par rapport à ce domaine-là, par rapport au stockage de l'énergie, c'est-à-dire la cuisine des matériaux pour trouver la meilleure formule pour stocker cette énergie, l'énergie électrique. À la sortie du panneau photovoltaïque, le courant est continu, exactement comme dans une pile. Pour pouvoir être utilisé dans les foyers, des appareils sont utilisés pour transformer ce courant continu en courant alternatif. Alors on a besoin d'un organe qui est appelé onduleur pour convertir cette énergie du continu vers l'alternative. C'est la fonction de base et qui définit ce dispositif qui est l'onduleur photovoltaïque. Mais il a d'autres options qui sont liées au fonctionnement du panneau photovoltaïque et à la sécurité. Si vous voulez, je vous mentionne, c'est-à-dire la poursuite du point de puissance maximum, c'est-à-dire il suit le maximum de puissance produite sous un ensoleillement défini, et la protection, c'est-à-dire il fonctionne toujours en connexion avec le réseau. Une autre technologie exploitant l'énergie solaire donne des résultats très prometteurs grâce à l'utilisation de la chaleur du soleil.
Les concentrateurs CSP peuvent être classifiés en 4 filières. La technologie cylindro-parabolique, une variante de cette technologie linéaire de Fresnel, c'est le même principe de fonctionnement. Elle aussi autour de 400 degrés, ce qu'on appelle la technologie ponctuelle, représentée par des concentrateurs paraboliques et les tours solaires. Le concentrateur cylindro-parabolique est composé d'une surface réfléchissante, récepteur dans lequel circule un fluide caloporteur et un système de poursuite monoaxial qui suit le disque solaire. Le fluide chauffé à travers le récepteur peut faire fonctionner une turbine à vapeur pour produire de l'énergie électrique. Le système dish Stirling est composé d'une structure métallique, une surface réfléchissante et un système de poursuite biaxial. Et un récepteur où se trouve une four solaire, par exemple, ou un moteur Stirling. On peut produire de la chaleur ou on peut produire de l'électricité à travers d'un moteur Stirling. La technologie tour solaire est composée d'une tour solaire où se trouve une chaudière et un champ d'héliostat. Chaque héliostat concentre l'énergie vers le récepteur. Et un héliostat est composé principalement d'une structure métallique, une surface réfléchissante et un système de poursuite biaxial, élévation azimut. Grâce à la recherche et au développement des technologies en rapport avec le solaire, de grands progrès ont été obtenus et des avancées considérables ont été enregistrées en termes de rendement et de productivité. La référence actuellement sur le marché, sur l'évaluation de rendement d'un projet photovoltaïque, on regarde beaucoup plus sur le côté de l'électricité produite, donc le coût du kilowattheure produit. Le dernier record, ils sont arrivés à produire à moins de 2 dinars algériens le kilowattheure. Dans un futur proche, avec les progrès de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, un avenir radieux semble se dessiner pour l'exploitation de l'énergie solaire.